Toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision Liberté, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans notre émission Débat du jour. Aujourd'hui, dans notre émission, avant tout de commencer, nous avons une pensée pour notre PDG, Almami Samori Touré, qui nous a quittés le 25 décembre 2023. Tous nos pensées et nos prières sont envers lui. Monsieur Amadou Maïga. Merci beaucoup, monsieur Gassama. Fidèles téléspectateurs, merci de vous retrouver en ce jour de lundi, bien sûr, où commence dans ce pays, notre pays à nous, les épreuves de DF. Alors, arrivons tout de suite à l'hommage à notre PDG, à notre père, au père fondateur de cette télévision, la télévision Liberté, au père fondateur de l'URTEL, l'Union de Radio-Télévision du Mali, et au premier président de l'URTEL également, Almami Samori Touré, qui nous a quittés le 25 décembre 2023. Oui, Almami Samori Touré est un combattant infatigable pour la cause de la presse malienne, et surtout en particulier la radio. Le premier fondateur, le fondateur de l'URTEL et le premier président de l'URTEL, à son actif cette liberté, là où nous sommes en train de vous parler maintenant, chers fidèles spectateurs, et bon nombre de radios dans toutes les régions, les radios qui quadrillent un réseau des régions, et il a été présent à toutes les rencontres, à tous les combats au profit de la presse. Almami Samori Touré, modeste, discret, courageux, combattant, lutteur, oui, Almami Samori Touré a formé multiples de ceux qui font aujourd'hui la réalité de la presse malienne en matière de télé, en matière de radio, en matière de business. Ils sont nombreux. Il est parti et il était là, mon cher confrère, en face de moi, pour vous entretenir de plusieurs sujets. Avant aujourd'hui de continuer ce débat, comme l'a dit le journaliste, nous lui présentons nos hommages mérités. Vous savez que cette liberté a commencé au marché de Medina Koura. Et la Radio Liberté, pour ceux qui ne le savent pas, est l'une des deux premières radios libres du Mali. La Radio Liberté et la Radio Bamako. La différence nette d'ailleurs, c'est que ces deux radios ont toutes la même démarche. Parce que ces deux radios sont créées et sont installées sur le même immeuble à l'immeuble à Medina Koura. Sauf que la radio Bamakan, qui est une radio associative, contrairement à la radio Liberté, qui est une radio commerciale. Donc Liberté est la première radio commerciale du Mali. Bamakan, la première radio associative. Mais la première radio qui a émis, que les gens ont entendu sans autorisation, c'est la radio Bamakan. Voilà pourquoi on dit Bamakan est la première radio. En réalité, Bamakan a commencé à émettre sans autorisation. Et Liberté a attendu l'autorisation pour commencer à émettre. Voilà la différence. L'autre différence, c'est que Liberté est une radio commerciale, donc la toute première radio commerciale du Mali, et Bamakan est une radio associative. Alors, Almami Samori Touré, premier président de l'URTEL, l'Union des radios télévision du Mali, que lui-même a créé. Je fais partie des premiers journalistes formés. Je peux vous dire beaucoup qui nous a formés sur ça. Donc aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Effectivement. Parce qu'il traitait avec nous ici. Il discutait avec nous. Vous allez avoir des problèmes parce qu'à sa place, vous êtes assis et lui et moi, on ne s'entendait pas du tout par rapport à certains sujets. Oui. Ce journaliste peut être présent. Donc aujourd'hui, nous rendons hommage à Almami Samori Touré. Au nom de l'ensemble des journalistes, du réseau TDM, de la télévision, de l'ensemble de tout ce qu'il a profité. Et même, pourquoi pas, les radios privées, nous lui rendons un hommage mérité. Et nous gageons que son combat va continuer. Nous allons continuer son combat. Inch'Allah. Merci M. Maïga pour ce très bel hommage. Entrons dans le vif du sujet. Les titres du débat. Début des épreuves du DF. Ensuite, rappel du dialogue intermalien. Aussi dans les titres, nous avons qu'est-ce
La crise énergétique qui continue. Enfin, pour terminer, nous parlerons de l'incivisme. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos débatteurs du jour. À ma droite, vous avez M. Jocelyn Okambawa. Comment allez-vous, M. Jocelyn? Très bien, merci, M. le journaliste. Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. À ma gauche, l'habitué, M. Amadou Maïga. M. Maïga, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? Amadou Maïga, je vais à merveille. Et je me réjouis de retrouver mon plateau. J'espère qu'on va faire un très bon débat aujourd'hui. Comme je vous le disais en titre, M. Maïga, aujourd'hui c'est le début des épreuves du DEF. Aujourd'hui, on souhaite bonne chance à tous nos candidats et que les épreuves soient à leur portée. Tout à fait. Une bonne campagne de sensibilisation à l'encontre de la fraude, parce qu'il faut le dire chaque fois quand les examens pointent à l'horizon. Certains parents et certains étudiants qui pensent qu'en réalité il faut continuer à frauder se préparent, cherchent des stratagèmes pour pouvoir frauder. Malheureusement, la campagne cette année a été vraiment bien faite, donc il n'y a pas question de frauder. Il faut dire que les épreuves de l'examen de diplôme d'études fondamentales DF ont commencé ce lundi sur l'étendue du territoire malien. Et je sais que 394 080 candidats repartis entre 1106 centres sont en train de traiter ces épreuves. Et la sécurité y est, question de preuve, il n'y en a pas. Personne ne pourra frauder. D'accord. Monsieur Jocelyn, oui, le début des épreuves du DEF aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, les candidats du DEF s'affrontent aux épreuves écrites. Et comme le disait tout à l'heure M. Maïga, la fraude est limitée, est profondément limitée parce que il y a de cela une semaine en avance, le ministre a sorti une communiqué, voilà, pour mettre en garde toute tentative de fraude. Effectivement. Alors aujourd'hui, nous allons souhaiter beaucoup de concentration et bonne chance aux candidats. Ouais. On va rappeler que dans ce communiqué, le ministre a bien rappelé que toute tentative de fraude peut être sanctionnée par de la prison. Donc, pas peut être sanctionnée. Toute tentative de fraude est sanctionnée. Il est formel là-dessus. Hein. Donc, voilà, il est formel. On prévient à tous les candidats, à tous les parents de rester vigilants et de respecter l'ordre établi. Pour continuer, M. Maïga, comme on l'avait dit dans les titres, le dialogue intermalien, ça s'est passé. Nous avons tous vu comment les Maliens sont sortis pour parler entre eux. Quelle analyse faites-vous, vous en tant que citoyen malien, vous en tant que journaliste, quelle analyse faites-vous? Bien, merci beaucoup. Alors, je préfère parler avec l'œil du journaliste en tant que citoyen. D'accord. Des gens ont parlé parce que pour une fois, il faut saluer quand même l'initiative. L'initiative est très salutaire. Et c'est ce qu'il fallait depuis d'ailleurs, parmi tous ces dialogues, tous ces forats-là, le dialogue intermalien. Nous, on a tout le temps crié sur ce plateau. Moi, je me rappelle, si on fouille dans le dossier, on va voir. Nous, on a même dit de donner la parole aux Maliens. Il ne faut pas regrouper d'abord les premières dames, les demander leur point de vue. On a traité sous TCV. Oui, effectivement. On dirait que dans les thématiques ou bien dans la technique ou la stratégie du Premier ministre Ousmane Soufi Maïga, qui est le président du dialogue, on dirait qu'il a compris. Nous, on a dit ça ici. Oui. On a dit qu'il faut le dialogue intermalien. On a dit, mais pourquoi pas ne pas prendre le point de vue des premières dames? Pourquoi ne pas prendre le point de vue de cette... On a tout ça dit. On a dit tout ça ici. Mais maintenant, revenons au dialogue. Il est passé, d'accord. Mais le fait de rassembler les Maliens eux-mêmes entre eux, c'est une très bonne initiative. Le fait de décortiquer les thèmes de référence, le Premier ministre Ousmane Soufi Maïga nous a rencontré la presse, à la maison de la presse. On a les thèmes de référence. Mais tout ça là, c'est salutaire. Si on avait commencé par ça, peut-être qu'on allait avoir une porte de sortie. Sauf que le Malien ne se limite pas du tout à ce qu'on lui dit. Et la réalité aujourd'hui a fait que on est même sorti du cadre. Même si on n'est pas sorti du cadre, en tout cas, des sujets ont été traités qui ne sont pas dans les thèmes de référence. Et ça, c'était à quelque chose, malheur est bon, c'était bien. Parce que on sent que dans les thèmes de référence, quelque chose a manqué. Ce qui a manqué, c'est ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Et ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'était quoi? C'était prolonger la transition. Oui. C'était la candidature du président
Mais on a vu qu'on n'a pas inscrit ça dans les termes de référence, mais c'est ressorti. Parce que les gens avaient besoin de ça. C'est ça le sujet, c'est ça le débat aujourd'hui. Alors qu'en réalité, les thèmes de référence parlent de cohésion sociale, parlent de dialogue franc, parlent de tout dire. Mais on a tout dit. Dans ce dialogue-là, on a tout dit. On a tout dit, tout a été tamisé. Aujourd'hui, là, les conclusions ont été remises au président de la transition. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis ça, c'est fini. Donc, on attend. D'accord. Vous attendez. Sinon, les Maliens ont tout dit. Ils ont touché à tout. Ils ont même touché à... Ah non, ils n'ont pas touché à l'énergie. Non. Dans le dialogue, c'est ce que beaucoup déplorent d'ailleurs. En fait, il y a un ou deux sujets auxquels ils n'ont pas touché parce que les gens ont voulu qu'on touche à ça. Parce que c'est ça le quotidien. Heureusement que des solutions sont en train d'être prises. Et nous, on va en parler aujourd'hui. On va revenir sur ça. Que, franchement, ça va de mal en pire. De mal en pire. Effectivement, nous allons revenir sur ça, M. Maïga. M. Josselin, dialogue intermalien. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Le dialogue intermalien. Avant de revenir à ce dialogue, permettez-moi de rendre aussi doublement hommage aux promoteurs de cette radio. Parce que M. Maïga m'a donné la double responsabilité de m'asseoir à sa place. Voilà, donc je pense que on va s'entendre. On va s'entendre parce que les objectifs sont connus et nous sommes là pour les Maliens. Alors, le dialogue intermalien, à tout point de vue, je trouve ce dialogue, je trouve une certaine cohérence. Hein, et pour cet esprit, cet élan patriotique, de voir aujourd'hui le peuple malien se réunir, se parler, s'accepter. C'est important dans la gestion des affaires politiques et publiques parce qu'aujourd'hui, le peuple malien a soif d'une certaine chose, notamment les besoins, notamment la gestion de la République, comment les choses se passent. Aujourd'hui, il me semble que durant ce dialogue, les Maliens se sont dit certaines vérités. Une certaine vérité, même si ce n'est pas totalement ce que le peuple attend, il me semble que certains ont abordé les problèmes de la République. Non, mais attends, ce dialogue-là, les Maliens ont tout dit. Hein. Les Maliens, dans ce dialogue, ont tout abordé. Oui. Ça, je te dis, il faut être franc là. Non, ils ont abordé. C'est parce que les Maliens ont tout abordé qu'ils ont même attaqué la transition. Ça, c'est un dialogue qui est franc. Hein. Oui. Et non, ils ont parlé franchement. Nous faisons confiance à tous les participants. Et ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas toucher à la transition, à la périodicité de la transition, et la durée de la transition et à la candidature. Les élections et tout. Les élections, ils avaient tort. Ah, voilà. Ils avaient tort parce que c'est ce qui préoccupe le Malien aujourd'hui. Voilà, comme le dit dialogue, c'est pour se parler franchement, c'est pour se retrouver entre Maliens. Bon, c'est vrai que ce n'était pas inscrit dans les thèmes de référence, oui. Mais les gens ont besoin d'entendre parler de ça. C'est normal. C'est ça la réalité. Et vous avez vu que ça s'est bien dit. Oui, maintenant, le fait que les gens ont parlé de ça, c'est ce qui a amené d'autres débats. Voilà. C'est ce qui a amené d'autres débats. Parce que des gens ont dit qu'il ne fallait pas parler de ça. Mais pourquoi? Ça, c'est la réalité de l'heure. Évidemment, c'est bien la réalité des élections, puisque beaucoup ont soif désormais de voir les élections se dérouler. Les élections, savoir on n'en parle pas. Où on va. Les élections, on n'en parle pas. Les élections, le cap va être donné. Le président de la transition, il a été très clair. Et ils ont dit sécurité d'abord. C'est ça. Et quand on a dit les partis politiques sont dissous, mais qui fait élection? Ah, si ce n'est les partis politiques. On attend. Quand on dit les activités, on n'a même pas dit que les partis sont dissous. Hein. Non, les activités sont suspendues. Les activités sont suspendues. On n'a pas dit que les partis politiques sont dissous. On a dit les activités des partis politiques sont suspendues et les associations jusqu'à nouvel ordre. Mais à partir du moment où on dit ça, ça veut dire que si on essaie de décortiquer, on n'a plus de combien de partis. On a trop de partis au Mali. Donc on veut mettre de l'ordre, quand bien même que le multipartisme intégral a été décrété par la conférence nationale du 25 juin 1992. Ça c'est clair. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a trop de partis. Non, il faut le dire. Plus de 200, je pense que c'est... Non, il y a trop de partis politiques quand même. Donc il y a des gens qui profitent pour dire la transition a dissous. La transition n'a pas dissous. La transition a suspendu pour que... Mais regardez, quand on voulait mettre en place l'EJ,
Vous vous rappelez comment la mise en place de l'EJ est organisée? Oui. Mais il n'y a pas pu avoir entente. Il fallait arriver au tirage au sort. Bon, tout ça là, ça ne rend pas tellement la situation facile. Parce qu'on va toujours dire qu'il y a des tendances. Heureusement que le ministre de l'administration territoriale a dit ok, maintenant, tirage au sort. D'accord. Là, tirage au sort, personne ne va dire que personne n'a triché. Donc, ces partis-là sont tellement nombreux que quand, si on ne met pas de l'ordre, franchement, ça ne va pas du tout. Ça ne veut pas. 200 comme le parti. C'est beaucoup trop. C'est énorme. D'accord. c'est Monsieur énorme. Jocelyn, Oui. pour revenir au dialogue, dialogue. qu'est-ce qu'on doit retenir effectivement sur le dialogue? C'est le fait que les Maliens se sont réunis et se sont parlé, ou bien les thématiques sont abordées, ou bien le fait que le gouvernement ait même pensé l'idée du dialogue, parce que la population l'avait réclamé il y a bien longtemps, mais le fait qu'il les ait acceptés, qu'est-ce qu'il y a reconnaître exactement dans ce dialogue? Oui, qu'est-ce qu'il faut reconnaître exactement? De mon point de vue, je trouve d'abord que nous sommes arrivés presque à la fin de la transition, et il est temps quand même que les autorités en charge des affaires politiques pensent au peuple et disent quelque chose au peuple. Parce que il me semble la fin du mois de mars voit déjà la transition selon les informations reçues, d'accord, que la transition est arrivée à terme et qu'il faille quand même changer, faire quelque chose pour le peuple. Alors, il me semble que ce dialogue intermalien est arrivé à point nommé pour faciliter les choses. Alors, demander ou suspendre les partis politiques ou les activités des partis politiques et mouvements me semble aussi raisonnable, parce que il y a quand même, quand on regarde le paysage politique ici au Mali, il y a quand même ce que je peux appeler entre griffes, un désordre qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, il faut remettre de l'ordre dans les choses, comme le disait M. Maïga, il faut remettre de l'ordre dans les choses. Alors, pendant ce dialogue intermalien, les Maliens se sont parlé. Les Maliens ont dit beaucoup de choses, parce que s'ils sont parvenus à aller au-delà des attentes, c'est-à-dire ne pas dépasser même les thèmes de référence, c'est déjà une preuve de courage, et cela explique vraiment que les Maliens veulent quand même entendre quelque chose de nouveau. Ils veulent quand même que le pays évolue, ils veulent que tout avance, ils veulent quand même que le président de la transition pense au peuple et agit dans le sens du peuple et dans l'intérêt du peuple. Voilà. Monsieur Maïga, pour terminer ce thème, qu'est-ce que vous avez ajouté? Oui, mais attends. Écoute, le président de la transition, il est en train d'agir dans ce que le peuple a dit. Oui. Il faut que ce soit clair. Il est en train d'agir exactement dans tout ce qui a été décidé aux assises nationales. Vous savez qu'il y a eu les assises. Effectivement, oui. Et c'est le chronogramme des assises que le dialogue intermalien est venu compléter. Donc le président de la transition, il agit exactement dans ses conclusions, selon en tout cas ce qui est dit, ce qui est clair, ce qui se fait. Ça, il faut lever cet équivoque d'abord. D'accord, oui. Deuxièmement, et le dialogue là, chacun l'interprète. Hein? Oui, c'est pour cela qu'on dit dialogue intermalien, parce que comme c'est les Maliens qui ont parlé. Mais nous sommes des journalistes. Oui. Le président du comité du dialogue international, le premier Ousmane Soufi Maïga, Oui. la conférence de lancement, de presse de lancement de ce dialogue, Oui. c'est à la maison de la presse. Maison de la presse, effectivement. On était là. Oui. J'étais là, on l'a entendu. Oui. Et à la fin de la conférence, il a même dit attention, les journalistes là, si quelqu'un oublie une question posée, moi je suis là encore parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai refusé de répondre ou j'ai occulté. Oui. Après ça, quand ça démarre encore, il est revenu à la maison de la presse pour rencontrer la presse. Donc ça, c'est des faits qu'il faut en parler. Oui. Maintenant, tout le monde fait allusion au fait qu'on a dit, on a prononcé prolonger la transition, que le président non, susciter. Dans le thème, c'est écrit susciter la candidature du président de la transition. Susciter sa candidature. Et plus loin, on a parlé des grades. Donc, ces trois sommes-là ont fait oublier même tout le reste. Donc, c'est autour de ça que les gens discutaient, les gens spéculaient. C'est vrai, ça n'a pas été dans les termes de référence. Mais c'était un fait accompli. Ce sont ces sujets qui intéressent les Maliens. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ah, mais c'est de ça qu'ils ont besoin. Oui. Ils ont parlé. Mais maintenant, je pense que ce dialogue-là, à tous les niveaux, en tout cas, a ressorti
les besoins, les problèmes des Maliens. Le peuple attend toujours, puisque les conclusions sont dans la main bien sûr. Et aujourd'hui, là, tout le monde attend parce que tout a été dit, tout a été fait. Ça a été remis au président de la transition, qui lui, aujourd'hui, connaît le Malien, les problèmes des Maliens plus que tout le monde. Oui, parce que les conclusions sont avec lui, donc on attend que... Voilà. Pour continuer dans notre débat, M. Maïga, la crise énergétique qui continue au Mali depuis pas mal de mois, nous constatons que la crise énergétique, ça s'accentue de jour en jour. Bon, moi je pense que la crise énergétique là, je pense qu'il faut saluer la résilience des Maliens. Les Maliens. Non. On est résilient. Ça, c'est vrai. Je pense que le gouvernement même doit nous décerner des médailles. Parce que vraiment, les Maliens sont résilients. Et c'est ce qui fait notre force. L'acceptation. Ah oui, bien sûr. Ah non. Le Malien accepte. Hein. Oui. Ça veut dire que cette résilience-là, on n'a pas le choix. Mais quand on est dans... qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, l'énergie, là. Ben, heureusement que, je ne sais pas, le président de la transition, là, il a tellement des idées que personne ne connaît. Il commence déjà à satisfaire les gens. Je crois que je l'ai vu déjà installer des centrales. Ou bien des quoi? C'est quoi? Le lancement ou la première pierre déjà de l'installation des centrales. À Sanankoroba, Safo et à Tchakadougou. Heureusement, le président de la transition, il a des bons conseils souvent qui sortent des idées. Parce que quand on voit ça, on a espoir. Oui. Et dans la résilience, il y a l'espoir. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Parce que, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi en tout cas chez nous maintenant on a 3 heures. Et souvent ça vient à 23h45 et à 5h45 c'est parti du matin. Alors quand subitement on voit que le président commence à installer des centrales, ben j'espère que ça donne espoir. Donc, si je vous comprends bien, donc le mot résilience dont vous parlez, donc il faut que les Maliens continuent à être résilients parce que le problème ne va pas se régler d'ici 3 ou bien 4 mois. Ce n'est pas une baguette magique. La réalité en face, il faut dire. C'est-à-dire que nous aussi, les Maliens, souvent, on n'accepte pas la vérité. Oui. Mais un fait accompli, on l'accepte. Oui. La crise énergétique, d'abord, ce n'est pas au Mali seulement. Et quand on dit ça, il y a des gens qui commencent à t'insulter. Mais la vérité, c'est que la crise est là. La crise est partout. Et puisque la crise est partout, nous, on s'adapte à notre crise pour la solution. À notre réalité, oui. C'est ça la vérité. Oui. Parce que si on commence à se chamailler, comme je vois les partisans de X, Y, sont en train de se faire déjà sur les réseaux sociaux, les Maliens, chacun défend son leader. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est pas la solution. La solution, c'est de réfléchir. La solution, c'est ce que le président commence à faire. Réfléchir, trouver des alternatives, c'est ça la solution. Sinon, le problème de l'énergie là, c'est quoi? Non, on ne le connaît pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 5 heures, avant c'était 5 heures. En tout cas, chez nous, c'est 3 heures. Quand même, la situation, comme je le disais, la situation, ça s'empire de jour en jour. Et donc, si la situation s'empire et qu'on voit le président de la transition trouver une alternative, mais on ne fait que saluer. Des alternatives même. Des alternatives, voilà. Voilà, c'est où et où? Sanankoroba, Safo, Tchakadougou. Ça, c'est déjà bon. Ailleurs, il n'y a pas ça. Il y a des pays où il n'y a pas cette crise. C'est vrai qu'une comparaison n'est pas raison, que chacun s'occupe de soi, mais il faut saluer la résilience des Maliens. Nous, les journalistes, c'est-à-dire que le Malien est tellement résilient que lui-même, il est résilient. Et ça, c'est une force. Parce que ça empêche au moins le désordre. Ça empêche au moins que les gens désespèrent. Parce que quand on désespère, c'est quoi? Donc, on a espoir et on voit que le président commence à installer. Ça donne davantage d'espoir. Donc, la résilience, là... Monsieur Okambawa, comme je me la résilience, parce qu'on voit que depuis pas mal de mois, la crise énergétique, il y a pas, comme il a dit, il n'y a pas de baguette magique pour résoudre le problème d'ici 3 ou bien 4 mois. Non, non, du tout. Il faut attendre, point barre. Oui, bien entendu, le peuple malien est résilient, il y a la résilience aujourd'hui. Mais cela ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, de relever les situations difficiles que le Mali vit. Oui, que le Mali traverse. Ce n'est pas le Mali aujourd'hui, même au Bénin actuellement, il y a ces coupures-là. Il y a des coupures intempestives. C'est-à-dire ça peut durer 6 heures, où on fait plusieurs coupures dans la journée. Et donc, aucun président aujourd'hui, enfin, pour ce qui nous concerne, a la baguette magique pour régler ce problème-là.
Mais il faut reconnaître aussi que cette tentative d'approche de solution, notamment les 3 centrales aujourd'hui, donne espoir dans les prochains jours pour que le Malien, ne serait-ce que le simple coiffeur, rêve aujourd'hui d'avoir l'énergie disponible pour pouvoir se satisfaire sa clientèle. Alors, cette crise d'énergie crée beaucoup de désagréments dans la population et ça va de mal en pis, comme on le dit. Chez moi aujourd'hui, dans mon quartier, c'est 2 heures. La coupure dit 2 heures, puis bon, c'est fini. Il y a un ami qui me dit la dernière fois qu'il a eu ça pour 1 minute. Non, ça c'est exagéré. Non, ça c'est quand on se trompe, ça arrive. Hein. Oui. Ça c'est quand l'aiguilleur, ceux qui contrôlent se trompe. Cette minute-là, il ne le mérite pas, c'est pas pour lui. Voilà, peut-être que c'est destiné à un autre quartier. Donc, lui. Cette minute-là, c'était pas pour lui. Il a eu la peine de me préciser quand même qu'il était déjà dans le noir. Mais dis-lui que ça c'est partout, c'est pas chez lui seulement. Voilà. Il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Ça va passer. Et je pense que le peuple est pressé. Et je sais aussi que le président il fait des pieds et mains liés pour satisfaire le peuple. Mais toujours est-il qu'on attend beaucoup. Et comme le dit l'autre, le temps d'attente, c'est le temps réel. C'est vrai, mais il ne faut pas que l'attente dure encore longtemps. Bien entendu qu'aujourd'hui, le président et tout ce qui l'entoure, ils n'ont pas la solution magique, ils n'ont pas la baguette magique, mais des tentatives de pouvoir régler la solution est déjà visible, ou sont déjà visibles, et on espère que on va toujours l'accompagner dans cette résilience, parce que lui-même, il me semble que lors de ses premières sorties à Nioro du Sahel, il a prononcé ce mot, la résilience. Il a tout le temps prononcé. La résilience. Dans toutes ses sorties. Le président est conscient de ça. Hein. Voilà. Il a tout le temps dit, et ça, c'était sincère. Vous savez, quand tu portes quelque chose, quand ça se passe, attention, un président, il est toujours soucieux de son peuple. Oui, tout à fait. Un président est toujours soucieux de son peuple. Et lui, chaque fois, comme vous l'avez dit, dans tous ses discours, il a sorti résilience. Et quand il le sort, tu sens que c'est sincère. Ouais. Mais c'est quand même le président. Donc la souffrance du peuple, il le connaît mieux que n'importe qui. Il le connaît. Et l'expression de son visage même montre à suffisance que le président tient vraiment au problème du peuple. Et je pense que juste là, le peuple a placé une confiance totale en lui. Et je ne pense pas qu'il puisse à aucun moment trahir cette confiance qui est placée en lui. On attend beaucoup de lui, on attend tout de lui. Voilà. On attend beaucoup de lui, M. Jocelyn, ça c'est vrai. M. Maïga, on voit aussi que dans cette crise, certaines, bon, on ne peut pas citer de nom, mais essayent de prendre cette crise comme bouclier pour essayer de diviser les gens. Ouais, il y a ceci, il y a cela. Et est-ce que c'est le moment de faire ça avec tout ce problème? Bon, moi je suis un Malien. Oui. Et je connais le Mali. Oui, c'est vrai. En fait, souvent, on ne comprend pas. Il y a toujours, même si vous... Mais regardez, c'est ce point, c'est ce problème que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Même si vous voyez, il y a des tendances. Rappelez-vous quand le M5 est créé, et jusqu'aujourd'hui, comparez la naissance du M5 et aujourd'hui. Il y a un moment donné, quand un Malien commence à dire, quand tu commences à dire, en tout cas le contraire de ce qu'on te dit, non, tu es Mali Dendjougou. Comment on dit ça en Bambara? Oui, Mali Dendjougou, ça c'est vrai. Alors que c'est des faits avérés qui se passent, qui sont là. Parce que nous le journalisme, c'est le fait. Oui. S'il n'y a pas de fait, les faits sont sacrés. S'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de sacré. Alors que le fait, il est sacré, le commentaire est libre. Mais quand le fait est là, patent, tu as des preuves, tu as recoupé, tu as vraiment l'information. Même quand tu parles, il y a quelqu'un qui s'élève, qui ne te connaît même pas, qui commence à t'insulter, Mali Dendjougou, tata. Aujourd'hui, on constate que ça a diminué. Ça a beaucoup diminué. Même certains qui taxaient les autres de Mali Dendjougou aujourd'hui, ils n'acceptent pas ça. C'est quoi? Ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. Ça veut dire que la passion est en train de gagner sur la raison. Ça veut dire que on perd nos valeurs parce que les Maliens ne connaissent pas ça. Non, le Mali, c'est pas ça. Le Mali, c'est s'accepter. C'est se donner des conseils. Mais ce que tu viens de dire là, il y a des personnes, c'est leur spécialité. Diviser en temps de crise. Diviser en temps de crise, jeter le feu, et c'est là leur business, leur affaire marche. Ça, c'est vrai. C'est ça aussi. Il y en a, eux, ils ne souhaitent que ça.
Pendant que nous, journalistes, on est en train de parler de tout ce qui s'est passé, des efforts du président de la transition, des membres du gouvernement, de tout le monde, de ceci, de cela. Mais imagine-toi quand les cartes biométriques s'en vont. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a beaucoup parlé. Imagine-toi, c'est-à-dire que imagine-toi, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Tout a été dit. Mais quand on a dissous les activités des partis politiques, qui a bronché? Personne. Qui a bronché? Personne. Et pourtant, il y a des gens qui parlent à longueur de journée. C'est parce que c'est trop. Mais 200 partis politiques, les gens même qui nous aident là, les partenaires et autres là. Oui. Mais quand tu vois le monde entier, il n'y a pas un parti politique où il y a autant de partis que le Mali. Oui. Mais le comble, c'est que ces partis, rares sont les partis politiques qui remplissent leur cahier de charges. Rares sont les partis politiques qui, après les sessions parlementaires, relaient sur ceux qui les ont élus sur le terrain, à la base. Rares sont les partis politiques qui, sincèrement et honnêtement, gèrent l'aide des partis politiques d'une manière transparente. C'est rare. Et rares sont les partis politiques, c'est que le plus important, qui forme ces militants à la citoyenneté. Parce que c'est ça l'objectif. Un parti politique, tu as un projet de société et tu tiens à aller conquérir le pouvoir et à gérer le pays. Eh bien, mais si dans tout ça là, tes militants sont les premiers à aller casser. Tes militants sont les premiers à vilipender. Tes militants sont les premiers à croire qu'ils sont meilleurs aux autres. Mais ça, c'est quel parti? Alors que le parti, sa première mission, c'est quand même de former ses militants conformément à son projet de société. Mais un parti où, dès que tu vois les militants, ah, ça c'est un militant de tel parti, ça c'est un militant de tel parti. Donc, pour moi, personnellement, le fait qu'on suspende l'activité des partis politiques là, ce n'est pas une mauvaise chose. Si on interdit, pour moi, ça c'est pas bon. Mais quand on suspend, c'est pour peut-être organiser, régler. Même si c'est possible. Si c'est possible, la charte des partis politiques ne prévoit pas ça. Le multipartisme intégral, c'est la conférence nationale souveraine du 25 juin 1992 qu'il a institué. C'est là où c'est comme Londres, la libéralisation des ondes. C'est à cette même conférence que les ondes ont été libérées. Oui, donc, les partis politiques, ils pensent qu'eux, ils doivent exister. Mais s'ils existent, ils ne font pas leur boulot. Ils ne forment pas les militants. Parce que si les militants sont formés, il ne doit pas avoir de contradiction. Il peut avoir des différences entre les projets de société, mais pas de l'inimitié entre les enfants de la même nation, du même pays par rapport... Jeter de l'essence sur le feu. Exactement. Ça, c'est pas normal. C'est des partis politiques qui vilipendent le pouvoir, qui vilipendent le gouvernement. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Monsieur Okombawa, en ces temps de crise, on voit des vidéos, des gens essaient de semer la zizanie pour dire, même pendant cette crise, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que le Mali a besoin de ça aujourd'hui, en ces temps de crise? Est-ce que le Mali a besoin de ça aujourd'hui, surtout en ces temps de crise? Non. C'est vrai, si on se réfère à la conférence nationale du 2 juin, comme le dit M. Maïga, le 25. Le 25, voilà. Le multipartisme est intégral. Est intégral. Mais on est arrivé à un carrefour où aujourd'hui, il faut vraiment s'asseoir et revoir les choses. 200 et plus partis pour un pays, je pense que ça va dans tous les sens. Mieux encore, le rôle ou bien l'objectif premier d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Mais si on remarque que ces partis politiques sont devenus un poids pour le peuple, ou on appartient à un parti politique parce que par passion ou le chef de file défend une cause personnelle, d'accord, et que juste là même, ils n'ont même pas une vision, ils n'ont pas une charte, ils n'ont pas une organisation spéciale pour pouvoir vraiment gérer, parce que le rôle d'un parti politique, au-delà de conquérir le pouvoir, il doit pouvoir rendre compte à la base. Il doit pouvoir rendre compte à la base de ce qui se passe, parce qu'il est l'élu du peuple. Il représente le peuple, il représente sa circonscription, il représente sa région. Alors, si ce n'est pas pour défendre les intérêts, il y a des quoi qu'on dise, il y a des partis politiques ou
des représentants du peuple qui ne connaissent même pas le vrai problème de leur localité, voyez-vous, et qui ne sont même pas capables, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose à leur localité. Ça devient très dangereux. Alors aujourd'hui, en temps de crise, on ne peut pas éviter, hein, les gens vont jeter l'huile sur le feu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont assoiffés du pouvoir, beaucoup veulent que les choses changent, mais pas dans le bon sens de ce que le peuple attend. Et donc, suspendre les partis aujourd'hui, à mon point de vue, je ne vois pas trop d'inconvénients parce qu'il faut remettre de l'ordre dans la classe politique. Il faut vraiment remettre de l'ordre dans la classe politique. Ailleurs, ça s'est passé ailleurs. Si je cite le Bénin à côté, il y a plus de 50 partis, mais aujourd'hui, on n'est pas venu à 3 partis. 3 partis. Et un parti politique doit être présent dans tout le pays. Aujourd'hui, par exemple, vous allez vous rendre compte aujourd'hui au Mali, quand on prend les régions justes, les gens appartiennent à une région et donc ils sont limités juste à cette région-là. Or, même s'ils sont élus du peuple, ils ont une base, ils représentent tout le pays entier. Et donc, tous les problèmes du pays doivent être pris en considération. Et là-dessus, qu'on appartienne à l'opposition ou à la mouvance, n'est-ce pas, on doit privilégier l'intérêt national, l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, si on met fin, ou du moins si on suspend, c'est pour voir clair dans la gestion des partis et savoir qui fait quoi et qui est qui réellement dans cette situation. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Oui. La réalité, c'est que je crois au Mali, on fait trop de parti pris. Non, il faut le dire, le Malien fait trop de parti pris. Il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire que le Mali, c'est un grand peuple. Le Mali, c'est la référence de toute l'Afrique. Tout à fait. Ça, c'est la vérité. Donc, il y a des choses, on ne doit pas dire que ça vient du Mali ou des Maliens. Non, ce n'est pas possible. Il y a des comportements. Moi qui te parle, j'ai fait toute l'Afrique. J'ai fait les 4 continents. Je parle 11 langues. Je connais. Souvent, je suis fier d'être malien. Je le dis. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce qu'il y en a qui ont découvert qu'on fait volte-face. Non. Les partis politiques là, si on les ramène, il a raison, il a cité le Bénin. Il a raison, au Bénin c'est 3. Pourtant il y avait plus de 50 partis là-bas, je me rappelle très bien. Aujourd'hui il n'y a que 3 partis là-bas. Ça a été réorganisé. Maintenant, mais bien sûr, les leaders là, les faiseurs de rois là, mais ils vont se repartir entre les 3 partis. Et c'est maintenant que la concurrence va être rude. Voilà. C'est ça. Au Mali aussi, il faut faire la même chose. Il faut ramener les partis là à un nombre très réduit. Si tu me demandes, moi, on va les amener à 5. Ça, c'est moi mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais en ce moment-là, mais les autres là, on a 200 et quelques partis, ils vont se repartir entre les 5 partis là. Et là, ce sont les intelligences, les leaders, les vrais qui vont se retrouver sur le terrain. On va voir comment ça va se passer. C'est ça aussi. Parce que tu es obligé de former les militants. Ce n'est plus le thé et le sucre. Hein. Ce n'est plus venir danser. Non. Quand tu sais que sur près de 22 millions de personnes, tu as en face de toi 4 autres, il faut que tu gagnes. Ah oui. Et le plus important, que beaucoup de gens oublient, surtout politiques, c'est que la majorité silencieuse, il y a une majorité silencieuse au Mali. Il y a des intellectuels, il y a des citoyens qui ne disent rien, qui observent depuis l'indépendance 60 jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, là, ils ne vont pas se faire se taire. Hein. Ah oui, ils sont en train d'observer. Dès que la transition va donner, en tout cas les grandes lignes par rapport à la situation politique là, je suis sûr et certain que ces gens-là vont sortir. Parce que, regarde le pourcentage aux élections. Ça, c'est parce que les gens ne sortent pas. Et cette fois-ci là, mais les Maliens, ils attendent. Hein. La majorité silencieuse là, elle attend et elle va sortir. Mais on attend seulement de voir qu'est-ce que le gouvernement va décider par rapport à la situation des partis politiques. Non. Cette fois-ci, la transition là a bien fait. Parce que ils sont tous prêts. Hein. Dès qu'on parle clairement et que tout est clair par rapport au parti politique là, mais c'est tout le monde qui va sortir. Ah non, celui qui va être élu là, ah non, il va être bien élu. Ah oui. On sait tous que la crise énergétique est aiguë, mais le gouvernement, comme on l'a bien rappelé, que ce soit à Sanankoloba, Safo, Tchagadougou, ont déjà fait les poses de première pierre pour essayer de construire des centrales solaires pour au moins soulager la population. Avant de terminer notre débat d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'incivisme. Aujourd'hui, il y a des actes qui se passent dans la circulation, dans les services publics.
des actes qu'un Malien ne doit pas commettre. Donc, M. Maïga, quel conseil avez-vous à donner aux Maliens? Merci beaucoup. Tu sais que ça, c'est mon sujet. Ça, c'est mon sujet de prédilection. Parce qu'en fait, l'incivisme, ce n'est pas seulement dans la circulation. Oui. L'incivisme, c'est à tous les niveaux. Dans les instances publiques. Tous les niveaux. Et à des niveaux supérieurs. En réalité, au Mali, on ne sait même pas ce qu'on veut. Non, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pourquoi il faut féliciter les autorités maliennes. C'est vrai. Un Malien qui est là, qui observe depuis l'avènement de la démocratie, l'avènement, le V6, 91 jusqu'à aujourd'hui, il faut féliciter les pouvoirs publics maliens. Parce que le Malien, pas tous, il y a des exceptions, mais il y a des Maliens qui sont malades. Il y a des Maliens qui sont malades, pas qu'ils sont couchés, on doit les faire des soins, mais le comportement. Respecter. Le comportement. Il y a certaines personnes dans la rue, quand elles font face ou elles voient certains comportements de certains Maliens, mais elles sont sidérées. Parce que ce n'est pas malien. Parce qu'on voit que l'éducation est ratée. Mais c'est pas possible. Tu vois des jeunes qui tiennent des propos en face de leurs aînés, égal à leur père, leur maman, leur grand frère, leur tante, mais tu te dis c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est malien ça? Parce qu'à un certain moment, quand tu dis ça, on te prend, on te chicote dans la rue, il n'y a rien là-dedans. Tu vas à la maison, tu ne peux pas dire, parce que si tu comprends, on te chicote là-bas aussi. Mais monsieur, mais vous savez que vous êtes en train de dire, auparavant, il y avait l'éducation civique. On éduquait les enfants à savoir qu'est-ce que... On doit respecter les aînés, les codes de la route, les biens publics. Mais est-ce qu'il y a tout ça là? Mais j'allais arriver à ça. Ça, c'est l'éducation. Ouais. Nous, on a fait l'éducation civique. Mais est-ce qu'il y a toujours ça jusqu'à présent dans les écoles? Mais il n'y en a pas. C'est pourquoi il faut insérer ça. L'éducation civique, là, il faut insérer ça dans le programme du ministère de l'Éducation nationale. Parce que l'éducation civique... C'est la base. Bon, l'éducation même, c'est la base. À la base, oui. Ça, c'est à la maison. Ça, c'est à la maison même. Mais malgré même dans le quartier. Malgré tout ça, là, malgré qu'il n'y a pas d'éducation civique, là, ce n'est pas dans le programme aujourd'hui. Oui. Mais il y a des enfants qui sont bien éduqués, très bien élevés. Quand tu rencontres un groupe de jeunes, là, dès qu'ils se comportent de cette manière, ah non, lui, c'est un corbeau. Ça vous marque. Ah non, lui, c'est un bambara. Ah non, lui, c'est un kassonké. Ah non, lui, c'est un siloufo. Ah non, lui, c'est un tamashek. Ah non, lui, c'est un bobo. Ah non, lui, c'est un mianga. Ah non, lui, c'est un dogon. Pas le comportement culturel seulement. Tu vois des réactions. Il fait une réaction, tu dis, ah non, lui, c'est quoi? Parce que tu sais que dans sa culture, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et l'autre, là, dans sa culture, ah oui, il y a ça. Ça, c'est perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est... Tu vas venir dans une famille. Tu rentres, tu dis bonjour. Personne ne te répond. Tout le monde est concentré sur son smartphone. Tout le monde. Tu rentres, tu prends ce que tu veux, tu sors. Et les mêmes gens vont à l'école, ils n'arrivent pas à avoir la moyenne, les parents viennent faire des histoires aux professeurs. Ou bien, ils achètent. C'est des situations qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est le comportement. Mais maintenant, prends la circulation. Sors tout de suite après ce débat, arrête-toi au bord du goudron. Observe, ne parle même pas. Mais tu vas voir des choses incroyables. Je ne sais pas pourquoi le dialogue intermalien n'a pas touché à cet aspect. Je ne sais pas pourquoi les assises n'ont pas touché à cet aspect. Parce que c'est ça la citoyenneté. C'est ça. Tout ce qu'on dit là, c'est d'abord le comportement du Malien. Tout ce qu'on est en train de débattre là, c'est d'abord le comportement. Mais si ce comportement-là, il n'est pas correct, si tu n'as pas, tu ne te gênes pas d'offenser ton frère, d'insulter ton frère, de manquer du respect à celui qui a le même âge que ton père, ta mère, ta soeur, mais attends, tu vas réussir où? Mais tu vas en classe, tu vas voir des élèves qui te parlent tout sauf français. Aujourd'hui, les langues là sont devenues nationales, nos langues là. Ok, maintenant il faut les enseigner à l'école, c'est aussi simple que ça. Mieux que ça, dans la circulation. Tout le monde voit
Et je ne sais même pas pourquoi le dialogue, tu sais, à la conférence nationale du 25 février 92, les Maliens se sont présentés les excuses d'abord. Tout confondu, civils, militaires, policiers, tout le monde. Tout le monde s'est excusé. Mais aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans la rue. Regarde dans la circulation. Mais le gars, il quitte sa bretelle. Quand tu prends, par exemple, n'importe quelle route d'ailleurs, que tu prends la route de Koulikoro, que tu prends la route de Ségou, la route de Sikasso, Kangaba, Koutiala, Sebeninkoro, le troisième pont, le deuxième pont, mais regarde comment les gens se dépassent. La bretelle là où c'est fait pour une seule moto. Déjà 2 motos, 3 motos, et chacune d'elles veut dépasser l'autre. Ok, ça c'est le pont, tu quittes là-bas, tu descends. Regarde, prends la tour de l'Afrique pour aller vers Tabakoro, vers Niamana. Oui. Regarde la voie des motos, la voie des 2 roues. Mais tout de suite, au moment où je parle là, est-ce qu'elles elles ne roulent pas sur cette voie? Cette voie est là. C'est pas tous les motos qui roulent là-bas. Non, c'est quelques-unes. Ouais. Non, ça c'est quelques citoyens qui ont conscience. Ouais. Aucune des motos d'air. Alors que c'était la latérite rouge. Hein. C'était difficile de rouler. Le gouvernement a investi des milliards. Oui, ça quand même. Des milliards. Tout le monde connaît cette route. Hein. Ouais. Hein? Et aujourd'hui, c'est goudronné, un bon goudron. Jusqu'en 2018 quand même. N'est-ce pas? C'était impraticable. C'était impraticable. Aujourd'hui, il faut aller voir. Ouais. Tout de suite, là, au moment où nous sommes en train de parler dans cette télévision-là, que quelqu'un s'arrête là-bas et nous écoute et nous appelle, tu vois, tout le monde, les Jakarta, les tout le monde est sur la voie des voitures. Et quand tu klaxonnes, c'est la guerre. On t'insulte. Alors, là où les gens ne comprennent pas, les policiers sont là, ils voient ça. Ils constatent et ils ne disent rien. Et ça, c'est une manière de communiquer. Les gens, ils ne comprennent pas. Parce que quand le policier s'adresse à lui, ils vont s'arrêter et l'insulter. Ils ne regardent même pas la tenue. Lui, il regarde comment c'est un homme qui a parlé l'insulte alors qu'il oublie qu'il est en tenue. La tenue, là, c'est l'État. Ouais. La tenue, là, c'est le pouvoir. Oui. C'est pas le policier, sa personne. Non. Cette tenue-là, il faut la respecter. Ouais. C'est notre tenue. C'est vrai qu'il y en a qui ne se comportent pas bien. Ouais, ça c'est... Il y a des policiers, c'est vrai, qui oublient même qu'eux, ils représentent l'État. Parce que quand tu représentes l'État, il y a une conduite à tenir. Quand tu réponds à un délinquant, c'est pas possible, il ne faut pas le répondre. Alors que tu as les possibilités de le menotter, d'aller l'enfermer, c'est ça la différence. Toi, tu as le pouvoir, tu ne t'en prends pas à lui. Mais il y a des citoyens qui les insultent. Ça, c'est vrai. Alors, incivisme, va dans les services aujourd'hui. Va. Tu vas demander audience. Moi, je demande audience. Il demande audience. Nous, on est là depuis 8 heures, on attend. Quelqu'un vient à midi, il rentre nous laisser. Il sort. Son problème est réglé. Mais il y a n'importe quoi. Mais la chose la plus grave, aujourd'hui au Mali, qui est très, très, très dangereux, quand 2 personnes se touchent en accident, et chacun s'insulte. Et après l'insulte, chacun se met de l'autre côté, il sort son téléphone. Ça, c'est très dangereux aujourd'hui. Chacun appelle, parce que chacun a un parent porteur. Ouais. Alors que le constat doit être fait, les policiers qui viennent... non, le constat doit être fait. Appeler les pompiers pour qu'on puisse les aider, s'il y a des blessés ou pas. Non. Eux là, ils sortent, ils ne s'adressent même pas aux policiers et chacun sort son téléphone. Comment ça appeler? Ça, c'est très grave au Mali aujourd'hui. Et chacun appelle parce que c'est un porteur. Alors que tu es citoyen malien, le policier, il est citoyen, il est là pour toi. Oui. Et si vous ne vous entendez pas, mais le policier, il est là. Mais chacun appelle, et chacun appelle, et le comble, c'est que ceux qui appellent viennent intervenir. Ouais. Bien, envoie des gens. Ils viennent intervenir. Il y en a même qui menacent les policiers, qui leur disent non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si c'est comme ça, ça ne marche pas. Je crois que la transition là, va régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, oui. Non, parce que ça, c'est des choses inacceptables. Effectivement, monsieur Maïga. C'est inadmissible. Comment ça? Si tout le monde pense qu'il doit faire le désordre. Toi, tu as un parent militaire. Lui, il a un parent militaire, tout le monde a un parent militaire, enfin, porteur. Ça peut être militaire, ça peut être gendarme, policier, douanier, eaux et forêts, protection. Non, ça, c'est ça le peuple malien. Donc, si on fait accident, chacun appelle donc, et le policier qui est là. Pourquoi il est là? Alors que le policier, il est là.
La police même dans ce cas. On le laisse, on téléphone. Alors que si vous entendez, le policier vous libère. Et mieux que ça, quand le policier te siffle, tu ne t'arrêtes pas. Quand le feu s'arrête, tu ne t'arrêtes pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir alors? Ça, c'est l'élément le plus simple, le plus visible de l'incivisme. Où est-ce qu'on va? Difficile. Et là, si on ne prend pas garde, dans 2-3 ans, c'est fini. Ouais, ça c'est. Désordre, il faut que la police s'investisse. Il faut amender ces gens-là. Il faut les amender fortement. Non, il le faut. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont tout permis. Ils sont intouchables. Trafic d'influence, ouais, allô, mais quoi? C'est le même Mali? Oui, c'est le même Mali et nous sommes tous des Maliens. Monsieur Josselin, l'incivisme aujourd'hui. Oui, l'incivisme aujourd'hui, il faut le dire parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la dégradation des mœurs et la jeunesse est en perte de vitesse. Vous savez, M. Maïga, dans le curricula de l'éducation ou de l'enseignement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle ECM. ECM qui regroupe éducation civique et morale. Alors, il y a un hic à ce niveau. Pour la petite histoire, voyez-vous, j'ai suivi un peu le curricula de l'enseignement au Mali ici. J'ai remarqué que ce cours de, comment on appelle déjà, éducation civique est confié à des jeunes inexpérimentés, M. Maïga. Quand on sait qu'au Mali, historiquement parlant, le Mali fut le pays de toutes les décisions. Et donc, aujourd'hui, au Mali, il y a des enseignants qui sont à la retraite, des enseignants qui ont été vraiment à l'école, qui ont tenu les rênes de ce pays, parlant de l'éducation, qui ont assuré l'éducation de ce pays, sont à la retraite. Et je pense quand même qu'il faut revenir à ces... Il faut le faire appel. Il faut le faire appel. Oui. Il faut forcément le faire appel. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois ici. Ils ont l'expérience. Oui, on doit pouvoir le faire appel pour faire ce qu'on appelle l'éducation civique. Parce que ça ne va pas et ça ne va pas. Et pour appuyer ce que je dis là, j'ai suivi une scène dans la Tour d'Afrique là. Un civil qui va jusqu'à serrer le col à un policier. Ça c'est l'extrême. C'est l'extrême. Ça c'est inadmissible. C'est l'extrême. Mais comment il les insulte? C'est l'extrême. C'est l'extrême. L'insulte c'est récurrent, même ça c'est monnaie courante. C'est l'extrême. Alors à qui il faut jeter la pierre aujourd'hui? Et là je rejoins M. Maïga parce que le dialogue intermalien devrait revenir sur ces problèmes. Il faut revenir sur ces comportements. C'est extrêmement grave. Le Mali ne connaît pas le Mali sur ce angle-là. C'est inadmissible aujourd'hui. On n'a plus d'égard aux personnes âgées. On n'a plus d'égard à ses parents. On n'a plus d'égard à personne. À l'institution, la tenue. Rien du tout. Dans les administrations, non, c'est le comble. C'est dangereux. C'est dangereux parce que moi, je trouve que dans une administration, quand même, c'est des gens responsables qui sont à ce poste-là. Hein? Et puis, ils doivent traiter tous citoyens également. Voyez, donc il y a deux pieds, deux mesures. On s'occupe pas de... Non, mais en réalité, on est en train de combattre la corruption. Je crois que c'est un peu de corruption. Parce que, il faut être clair, au Mali, on traite les gens également. Mais c'est dans le passage. Il n'y a pas de différence dans le traitement, mais c'est dans le passage. C'est-à-dire qu'on vient, on attend, mais la secrétaire... le plus offrant, on le fait passer. Pas le plus offrant, peut-être que la complicité. Mais il faut rectifier tout de suite que les gens sont traités à égalité, ça il faut le dire. Mais la réalité, c'est que ça c'est la corruption en fait. On est en train de toucher à la corruption. Parce que moi, si je glisse 5 000 francs à l'autre, là, il va me faire passer. Ça rentre dans l'éducation civique. Oui, non. Ça rentre dans l'éducation civique, mais ça rentre dans la corruption aussi. Oui. Ça c'est clair. Oui, j'inclus la corruption dans... Non, c'est pas là-dedans, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Moi, j'ai dit... je ne sais pas, c'est bizarre. Pour moi, c'est ces sujets, surtout ces sujets qu'on doit discuter au dialogue intermalien. Parce que ça, c'est le comportement du Malien. Et là, c'est tout le monde. Hein. Souvent, tu trouves certaines personnes âgées qui se comportent d'une manière, qui insulte, qui agresse même le policier en tenue, mais c'est pas possible. Comment tu peux expliquer ça? Et c'est pas... Quand un citoyen arrive jusqu'à prendre le policier par ses cols. Mais c'est pas l'homme là, mais la tenue là, tu ne connais pas? Tu ne vois pas la tenue? Et lui, puisqu'il connaît, il y a des policiers qui connaissent très bien la loi, qui ne réagissent pas. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de le menotter tout de suite, de la mener. Donc il le regarde. Il y en a qui sont expérimentés, qui ne disent rien. Quand il finit, passe.
Donc pour finir, Gassama, sur nos routes, nos axes routiers, vous voyez quand on prend par exemple la Tour d'Afrique jusqu'à Yérimandjou, voilà, c'est un ouvrage, c'est un nouveau ouvrage qui est une infrastructure routière qui est offerte à la population. Ce sont des biens publics. L'incivisme, pour que quand vous regardez ce tronçon aujourd'hui, c'est rempli du sable. On ne respecte pas le cycliste, la route cyclable, d'accord. Mieux, sinon pire encore, c'est rempli de sable, de dunes de sable. C'est extrêmement dangereux. Et ça, bon, j'en appelle à la conscience de nos autorités locales, hein, parce que là, on peut quand même balayer nos routes. Ouais. Et puis, mieux, on peut libérer les artères là, les vendeuses. Bon, au niveau de 26 mars, bon, il y a de cela un an, on a renvoyé presque tout le monde, et puis c'était l'accès était plus facile. Mais à chercher le naturel, on revient au galop. Donc, l'espace est en train de récupérer déjà par ces mêmes vendeurs chassés autrefois. Ah non, au niveau de l'échangeur avant l'échangeur. Non, au niveau de l'échangeur même. Tout d'Afrique. Non, l'échangeur, non, pas de toute l'Afrique, moi je parle de l'échangeur du Rimadio. Oui. Mais attends, écoute, au niveau de la pharmacie là, Oui. mais je me rappelle que le ministre a fait un tour là-bas, on a dégagé les Sotramas, on a dégagé la voie, mais aujourd'hui... Se retourner encore. Et il y a des dunes de sable sur l'échangeur, c'est-à-dire que c'est pas que là-bas seulement. Ça Tous les goudrons là, tout est ensablé, tout est ensablé. Mais quand tu prends par exemple, même les Nyamana là, mais il y a des voies qui devraient être goudronnées il y a longtemps qui ne sont pas goudronnées. Quand tu dois quitter par exemple les eaux et forêts pour aller à... Non, la cité, quand tu dois quitter les deux voies, vers les deux voies là, pour aller voir la cité 225 là où il y a les hautes tensions. Mais ça, c'est des voies qui devraient être goudronnées comme... Mais c'est Nyamana. Ah, voilà. C'est des cités qui n'y a rien. C'est des cités où il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois, les autres cités, c'est goudronné, c'est tout. Mais il y a des cités là-bas, 225. Il n'y a rien. Absolument rien. Ça, c'est la cité. Mais comme il le dit, sur toutes les routes, que tu prends la direction de Sebening-Koro, la direction de Kouloukoro, de Ségoula, le goudron. Mais les maires là, attends. Les maires, là, ils existent toujours. Ils existent en présent. On a mis qui à leur place? Sauf quelques heures. Non, on a mis comment on les appelle? Non, il y a des maires, on a enlevé. On a mis qui à leur place? Comment on appelle ces gens-là? Merde, j'ai oublié le nom. Sinon, les maires, là, ils ont quitté. Même le maire du district de Bamako, il a quitté, il est remplacé. Oui, mais jusqu'à présent, les maires existent. Oui, non. Non. Pas eux tous. Non, pas tous. Hein. Pas eux tous. Oui, non, je parle du fonction. Non, fonction. Justement, c'est ce à quoi on fait allusion. Les routes là, ça c'est pas l'État, hein, c'est pas le gouvernement. Non, pas forcément parce que voilà, les maires de communes, les maires, les sous-préfets, dans toutes les localités. Non, les sous-préfets, ça c'est l'État. La première autorité, c'est le maire de la commune. Non, les sous-préfets là, ça c'est l'État, c'est le gouvernement. Oui. Les localités. Les localités citoyenneté, ça c'est les maires. C'est eux qui perçoivent les taxes. Oui. C'est eux qui prennent l'argent, c'est eux qui doivent les routes là, même le fonctionnement des commissariats dans les communes là, c'est les maires qui doivent faire ça. Même les commissariats là, souvent quand tu vois c'est le commissaire qui achète du gasoil, c'est le commissaire qui répare, mais normalement c'est les municipalités qui prennent ça en charge. C'est eux, alors que comme il le dit, ils ne nettoient même pas les goudrons. Et ils revendiquent les goudrons. Et puis même ils ne payent pas les bonnes dames qui non, ça c'est ça c'est autre chose. Quand même, s'ils ne sont pas payés, inévitablement le goudron ne sera pas nettoyé. Notre problème est que le débat soit fait. L'autre là c'est entre eux. Mais nous c'est vraiment que le débat soit fait. Voilà. Chers téléspectateurs, nous savons que le thème de l'incivisme, on ne va pas se fatiguer d'en parler parce qu'aujourd'hui, entre nous aujourd'hui, on fait des comportements. Donc il faut qu'on s'auto-éduque d'abord nous-mêmes avant d'essayer de revendiquer quoi que ce soit, parce que ce soit les routes, les instances publiques, tout ça là nous appartient. S'il vous plaît, avant de clore là, s'auto-éduquer, c'est ça le comble. On ne peut pas s'auto-éduquer. Le Malien, il faut forcer. On a tellement patienté qu'il faut taxer. C'est-à-dire que tant qu'on ne taxe pas, tant qu'on ne pénalise pas, ça ne marche pas. Si on commence à... Tous ces engins-là qui ne respectent pas leur voie, qui emmerdent les gens là, les voies là, si on commence à les faire payer, mais ça va changer dès demain. On a trop patienté. Peut-être. Les deux ordres là, il faut pas l'encourager. Oui, mais on va cesser d'appeler à la bonne conscience des Maliens aussi pour
on n'a pas arrivé à là de respecter. Qui? Nous, on invite, ok, notre micro est ouvert, on invite un maire, il n'a qu'à venir. Qui va le faire? Nous, on va connaître de sensibiliser pour que. Ah oui, ça, on va le faire. Oui, ça, on va le faire pour qu'ils puissent respecter les droits avant de revendiquer les droits. On va entreprendre, voir les différentes communes, comment ça va marcher. Comment ça va marcher. Merci, monsieur Jocelyn, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Maïga. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre débat du jour. On se dit à la prochaine.